Ce texte a été réalisé pour la chaîne YouTube Romance The Dawnishla. La première lumière de l'aube filtrait à travers les lourds rideaux de damas bleu, jetant des lueurs froides sur le grand lit de chêne du château de Valençay. Éléonore s'éveilla lentement, enveloppée par le silence de la vaste demeure. À ses côtés, la place était vide. Le drap de lin blanc, encore légèrement froissé, avait déjà perdu sa chaleur. Armand s'était levé tôt, comme presque chaque matin depuis que la comtesse de Mortagne avait pris ses quartiers sous leur toit, officiellement pour régler un différend de lisière de bois qui s'éternisait. Éléonore se tourna sur le côté, étendant machinalement la main vers l'oreiller de son époux. Ses doigts ne rencontrèrent pas la douceur du tissu, mais un petit objet métallique et froid. Elle fronça les sourcils, ramena sa main et ouvrit la paume. Sous la faible clarté matinale, une boucle d'oreille d'or ciselée brillait d'un éclat vert et cruel. Une émeraude taillée en poire, suspendue à une fine chaînette dorée. Le souffle d'Éléonore se coupa net. Elle ne portait jamais d'émeraude. Sa propre cassette à bijoux ne contenait que des perles et des diamants discrets, cadeaux de sa grand-mère ou présent de mariage d'un goût rigoureux. Cette émeraude, elle l'avait vue la veille encore, oscillant au lobe de la comtesse de Mortagne durant le dîner, captant la lumière des bougies, tandis qu'Hortense riait des plaisanteries d'Armand. Une douleur aiguë, semblable à une aiguille de glace enfoncée en plein cœur, la traversa. Pendant quelques secondes, le monde parut vaciller autour d'elle. Le lit conjugal, ce sanctuaire de leur union scellée 1 an plus tôt, venait d'être profané. La comtesse avait-elle délibérément laissé ce gage de sa victoire, ou l'avait-elle perdu dans la précipitation d'une nuit clandestine? Éléonore ferma les yeux, serrant le bijou si fort dans son poing que l'or s'enfonça dans sa chair. Elle était une Rohan avant d'être la marquise de Valençay. On lui avait appris dès l'enfance que la colère était une faiblesse et que les larmes ne servaient qu'à réjouir les ennemis. Elle prit une longue inspiration, chassa l'effroi de son regard et se redressa. Lorsqu'elle sonna pour sa camériste, son visage était aussi lisse que le marbre des statues du parc. Elle choisit elle-même sa tenue, une robe de matin en drap de laine gris perle, fermée jusqu'au cou par une rangée de petits boutons de nacre. Aucun ornement, aucune dentelle superflue. Ses cheveux sombres furent relevés en un chignon impeccable, sans qu'une seule mèche ne dépasse. « Vous pouvez disposer, Jeanne », dit-elle d'une voix parfaitement posée à la jeune servante qui s'apprêtait à lui tendre ses gants. « Je descendrai seule. » Dans le grand couloir qui menait à la salle à manger du rez-de-chaussée, le silence du château semblait peser de tout son poids. Éléonore sentait le contact froid de l'émeraude dissimulé dans la poche de sa robe. À chaque pas, le bijou heurtait doucement sa cuisse, comme un rappel constant de l'affront. Lorsqu'elle poussa la double porte de la salle à manger, la scène qui s'offrit à elle était d'une banalité presque révoltante. Une table dressée pour 3, baignée par la lumière dorée d'une matinée d'automne. L'odeur du pain chaud et du thé Earl Grey flottait dans l'air. Armand était assis près de la fenêtre, parcourant le journal de la veille. Son visage, aux traits nobles et d'ordinaire si impénétrables, parut fatigué sous la lumière crue. En face de lui, Hortense de Mortagne, drapée dans une élégante robe de chambre de soie verte qui soulignait la couleur de ses yeux, beurrait une brioche avec une lenteur sensuelle. « Ah, Éléonore !» dit la comtesse en levant des yeux brillants d'une fausse chaleur. « Nous craignons que vous ne fissiez grasse matinée. Le grand air de la Normandie semble vous engourdir. »« Le sommeil est le privilège des consciences tranquilles, ma chère Hortense, » répondit Éléonore en s'approchant de la table avec une grâce mesurée. Armand leva les yeux de sa lecture. Son regard croisa celui de son épouse. Il y avait dans ses yeux sombres une ombre d'anxiété, une tension que seul un œil aussi attentif que celui d'Éléonore pouvait déceler. Il fit mine de se lever pour saluer sa femme, mais elle lui fit un léger signe de la main pour l'inviter à rester assis. Le vieux majordome, qui s'apprêtait à servir le thé, s'avança avec la théière d'argent.
Éléonore lui prit doucement l'objet des mains. « Je m'en charge, Pierre. Allez veiller au bagage de la comtesse pour son départ de cet après-midi. » Le domestique s'inclina et se retira, laissant les trois aristocrates dans un silence soudain plus dense. Éléonore s'installa à l'extrémité de la table. Ses mouvements étaient d'une précision géométrique. Elle prit une première tasse de porcelaine de Sèvres, fine et blanche comme de l'albâtre. Elle y versa le thé fumant. Le jet doré s'écoula sans une éclaboussure, sans que le bec de la théière d'argent ne heurte le bord de la tasse. Pas un tremblement. Elle posa la tasse devant son mari. « Votre thé, Armand. 2 morceaux de sucre, comme vous l'aimez. »« Merci, Éléonore, » murmura le marquis d'une voix basse, presque rauque. Il ne toucha pas à sa tasse. Ses yeux étaient fixés sur les mains de sa femme. Éléonore prit ensuite la seconde tasse. Elle la remplit avec le même soin. Puis, de sa main libre, elle glissa ses doigts dans la poche de sa robe de laine grise. Elle en sortit la boucle d'oreille d'émeraude. Sans un mot, sans que son regard ne quitte le visage de la comtesse, elle posa délicatement le bijou sur la soucoupe de porcelaine blanche, juste à côté de l'anse de la tasse. Le petit choc de l'or contre la faïence résonna dans la pièce comme un coup de feu. Hortense de Mortagne se figea. Le couteau qu'elle tenait resta suspendu au-dessus de sa brioche. Le rouge lui monta brièvement aux joues avant de faire place à une pâleur soudaine. Ses yeux verts se fixèrent sur la boucle d'oreille, puis remontèrent vers Éléonore, cherchant une faille, une colère, une larme. Elle ne trouva qu'un regard d'une politesse glaciale. Éléonore poussa lentement la soucoupe vers son invité. « Je crois que ceci vous appartient, Hortense. Mon personnel de maison est fort honnête, mais il serait fâcheux que de tels objets s'égarent dans des endroits où ils n'ont que faire. » Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Armand, qui avait suivi le geste de sa femme, s'était redressé d'un coup. Son visage était devenu livide. Ses doigts se crispèrent sur le bord de la table, faisant blanchir ses articulations. Il regarda la boucle d'oreille, puis sa femme, avec une expression où se mêlaient la terreur et une immense détresse. Hortense retrouva sa superbe avec une rapidité remarquable. Elle laissa échapper un petit rire flûté, bien que ses yeux restassent durs comme des pierres. « Oh, ma chère, quel étourdi je fais! Je la cherchais partout ce matin. Je l'aurais sans doute laissé tomber hier soir en visitant la galerie de portraits avec Armand. » Le mensonge était grossier, presque une provocation. La galerie de portraits se trouvait à l'autre bout du château, bien loin des appartements privés du couple. Éléonore ne sia pas. Elle prit sa propre tasse et y versa un filet de thé. « La galerie est en effet fort courue la nuit, » dit-elle d'un ton badin en portant la tasse à ses lèvres. « Mais veillez à ne plus rien y perdre. La prochaine fois, je pourrais ne pas me montrer aussi prompte à vous restituer vos parures. » Armand se leva brusquement, sa chaise raclant le parquet dans un bruit strident. « Éléonore, commença-t-il, la voix étranglée par une émotion qu'il parvenait à peine à contenir. « Finissez votre thé, Armand, » l'interrompit-elle avec une douceur implacable. « Nous avons beaucoup à faire aujourd'hui pour préparer le retour à Paris. » La comtesse de Mortagne comprit que le terrain venait de se dérober sous ses pieds. Ce qu'elle avait espéré être une scène de ménage humiliante ou une rupture publique venait de se transformer en une démonstration de force tranquille. Éléonore venait de poser les règles du jeu. Elle savait, elle ne plierait pas, et elle contrôlerait chaque seconde de cette crise. Le marquis resta debout, le regard fixé sur son épouse qui buvait son thé à petites gorgées, le menton légèrement redressé, tandis que le silence de la pièce scellait le début d'une guerre invisible. La comtesse de Mortagne s'était retirée dans ses appartements sous prétexte d'un soudain accès de migraine, laissant le rez-de-chaussée du château sombrer dans une lourdeur suffocante. Éléonore avait quitté la salle à manger sans ajouter un mot, marchant d'un pas égal jusqu'à la grande bibliothèque. C'était la pièce qu'elle préférait à Valençay. De hautes étagères de chêne sombre garnies de reliures de cuir,
une haute cheminée où brûlaient 2 souches de hêtre et de larges fenêtres donnant sur le parc noyé de brume. Elle s'était postée près de l'âtre, les mains croisées devant elle, cherchant à calmer le battement désordonné de son cœur. L'armure de froideur qu'elle avait revêtue face à Hortense commençait à peser terriblement lourd. La porte de la bibliothèque s'ouvrit avec un claquement sec, puis fut refermée aussitôt. Éléonore ne se retourna pas immédiatement. Elle entendit le pas lourd d'Armand traverser le tapis de la Perse. Quand il s'arrêta à quelques toises d'elle, l'odeur familière de son parfum de verveine et de cuir vint lui serrer la gorge. « Éléonore, dit-il. » Sa voix n'avait plus rien de l'assurance coutumière du marquis de Valençay. Elle était raide, altérée par une douleur contenue. Éléonore se tourna lentement vers lui. Armand avait enlevé sa redingote. En simple gilet de soie sombre et chemise blanche au col ouvert, il paraissait étrangement vulnérable. Sa main droite, agitée d'un tremblement nerveux, faisait tourner sans relâche l'anneau sigillaire en or qu'il portait à l'auriculaire. « Si vous venez pour m'offrir des excuses ridicules ou pour embellir le mensonge de votre invité, sparez-vous-en la peine, Armand. Ma patience a eu ses limites ce matin. »« Ce n'est pas ce que vous croyez, Éléonore, » lança-t-il d'un trait, faisant un pas vers elle. « Par le ciel, vous devez me croire. Je n'ai jamais porté la main sur la comtesse de Mortagne. Je ne l'ai jamais introduite dans notre lit. » Éléonore laissa échapper un rire court, sans moindre gaieté, qui fit tressaillir le marquis. « Vraiment ? La boucle d'oreille d'Hortense s'est donc envolée toute seule depuis le salon pour venir se nicher sous mon oreiller ? À moins que vous ne me preniez pour une imbécile suffisamment naïve pour croire à une apparition miraculeuse. »« Je ne vous prends pas pour une imbécile !» cria presque Armand, avant de se retenir, jetant un coup d'œil inquiet vers la porte fermée. Il repassa une main furieuse dans ses cheveux bruns, désordonnant une boucle sur son front. « Je vous jure sur le nom de mon père que je n'ai pas failli à mes devoirs d'époux. La présence de ce bijou est un piège, une infamie organisée pour nous détruire. Mais je ne peux pas tout vous expliquer maintenant. »« Et pourquoi donc ?» demanda Éléonore en se redressant, le menton levé avec une fierté hautaine. « Quel secret vaut à ce point de laisser salir votre propre femme dans sa maison? Quel serment vous lie à cette femme au point que vous acceptiez qu'elle dépose ses effets dans mon lit ?» Armand ferma les yeux un instant. Les muscles de sa mâchoire se crispèrent. « Un serment d'honneur, » murmura-t-il. « Un secret qui ne m'appartient pas seulement et dont la révélation ruinerait des innocents. Je vous en supplie, Éléonore, vous me connaissez. Nous sommes mariés depuis 1 an. Ai-je jamais été un homme sans foi? Ai-je jamais manqué de respect envers vous ?» Éléonore s'avança jusqu'à se tenir à 2 pas de lui. La proximité du marquis faisait naître en elle un écho de la tendresse qu'elle avait commencé à éprouver pour lui ces derniers mois. Mais la vue de l'émeraude sur la soucoupe était encore trop fraîche, le doute trop cuisant. « Ce que je sais, Armand, c'est que j'ai trouvé le bijou d'une autre femme dans le lit où je dors à vos côtés. Ce que je sais, c'est que vous refusez de me dire ce qu'elle faisait chez nous à des heures indues. Le respect ne consiste pas à offrir un toit et un nom, tout en gardant des secrets empoisonnés. « Que voulez-vous que je fasse ?» demanda-t-il, la voix brisée. « Dites-le-moi. Exigez ce que vous voudrez, mais ne me regardez pas avec cet air d'étrangère. » Éléonore le fixa avec une gravité dénuée de colère apparente. C'était la décision la plus dure de sa vie, mais son orgueil et sa dignité l'exigeaient. « Nous rentrerons à Paris demain dès la 1re heure, comme prévu, » énonça-t-elle d'un ton neutre, comme s'il s'agissait de régler des comptes de maison. « Devant le monde, devant votre famille et la mienne, nous resterons le marquis et la marquise de Valençay. Nous paraîtrons unis, sans la moindre ombre sur notre nom. Je ne donnerai pas à Hortense de Mortagne le spectacle d'un scandale. » Armand la regarda, retenant son souffle. « Et entre nous ? Entre nous, la comédie s'arrête ici. Dès ce soir, mes appartements vous seront fermés. Vous reprendrez les vôtres à l'autre aile du château, et à Paris, vous occuperez l'étage supérieur de l'hôtel particulier. Nous ne partagerons plus aucun repas en tête-à-tête, aucun carrosse, sauf lorsque la bienséance l'imposera absolument. Vous serez libre de mener la vie qu'il vous plaira, tant qu'elle reste invisible, et je ferai de même.
Le visage d'Armand se décomposa. La sentence tombait avec la froideur d'un coup près. Pour un homme aussi fier que lui, habitué à régner sur son domaine et redouté dans les salons, voir sa femme lui dicter les termes de leur déchéance intime était le plus cruel des châtiments. « Une séparation de corps sous le même toit, balbutia-t-il. Vous me condamnez sans m'entendre. Je vous offre la préservation de votre nom et de votre réputation, répliqua-t-elle vivement. C'est bien plus que ce que vous m'avez offert ce matin. Armand fit un geste désespéré pour lui prendre la main, mais Éléonore recula d'un pas, refusant tout contact. La main du marquis resta suspendue dans l'air, vide et tremblante. Il la rabaissa lentement, serrant le poing. « Soit, dit-il après un long silence qui sembla durer un siècle. J'accepterai vos conditions, Éléonore. Je quitterai votre chambre dès ce soir. Mais sachez une chose, je n'aurai de cesse de regagner votre estime. Même s'il me faut braver le monde entier pour vous prouver que vous êtes la seule femme qui compte à mes yeux. Vos paroles ne m'atteignent plus, Armand. Seuls les actes m'importeront désormais. » Elle lui tourna le dos et s'avança vers la porte de la bibliothèque. Avant d'actionner la poignée de cuivre, elle s'arrêta sans se retourner. « Faites en sorte que la comtesse ait quitté le domaine avant midi. Si son équipage est encore dans la cour à 13h, c'est moi qui partirai pour Paris. Et sans vous. » Elle ouvrit la porte et sortit, laissant Armand seul au milieu de la vaste pièce silencieuse. Le marquis se laissa tomber dans le fauteuil de cuir le plus proche, la tête entre les mains, terrassé par le poids du secret qu'il s'était juré de garder et par la certitude d'avoir perdu le cœur de son épouse. Les jardins de l'hôtel de Rochefort resplendissaient sous le soleil tiède de l'après-midi parisien. Les parterres de roses tardives exhalaient un parfum doux et entêtant, tandis que la haute société se pressait sur les pelouses tondues de frais. Sous les grands ombrages, le murmure des conversations se mêlait au froissement des robes de soie et au tintement discret des coupes de cristal. C'était la première apparition publique du marquis et de la marquise de Valençay depuis leur retour précipité de Normandie, et Éléonore savait que chaque regard, chaque chuchotement derrière les éventails leur était destiné. Elle se tenait debout près d'un grand massif d'hortensia bleu, une ombrelle de dentelle blanche à la main. À ses côtés, Armand jouait son rôle avec une perfection rigoureuse. Vêtu d'une redingote sombre d'une coupe impeccable, il saluait les connaissances communes, offrait des sourires courtois et se penchait vers Éléonore pour lui glisser des remarques anodines avec une déférence toute conjugale. Pourtant, dès que le monde détournait les yeux, la distance entre eux redevenait un gouffre. Armand ne la touchait pas, et ses yeux, lorsqu'il rencontrait ceux de sa femme, étaient empreints d'une tristesse solennelle. « Regardez qui s'avance vers nous !» murmura Armand, sa voix perdant soudain toute sa chaleur feinte. Éléonore tourna lentement la tête. Hortense de Mortagne traversait la pelouse, escortée par 2 jeunes dandys de la cour. Elle portait une robe de taffetas d'un vert audacieux, et le battement rythmé de son éventail de plumes noires contre la paume de sa main trahissait son impatience. Son regard brillait d'une lueur de défi. Elle s'arrêta devant le couple Valençay, ignorant superbement Armand pour fixer Éléonore. « Chère Éléonore, quel bonheur de vous revoir si tôt à Paris », dit la comtesse d'une voix assez haute pour attirer l'attention des petits groupes environnants. « La Normandie ne vous manque pas trop ? On dit que l'automne y est si rude, si propice aux égarements et aux pertes d'objets précieux. » Un silence curieux s'établit parmi les invités les plus proches. Les rumeurs d'une brouille au château commençaient déjà à circuler dans les salons, et chacun attendait de voir comment la jeune marquise réagirait à cette pique à peine voilée. Éléonore ne sia pas. Elle inclina légèrement la tête, redressant son menton avec cette dignité tranquille qui lui était propre. Ses doigts serrèrent doucement le manche d'ivoire de son ombrelle. « La Normandie est magnifique en toute saison, Hortense, » répondit-elle d'une voix claire et posée qui porta sans peine jusqu'aux oreilles des curieux. Quant aux objets perdus, ils ne le restent jamais longtemps lorsque l'on sait choisir ses fréquentations. Les personnes de goût savent restituer ce qui ne leur appartient pas, et les autres, eh bien, on apprend vite à ne plus les inviter. Un léger murmure de surprise et d'approbation courut parmi les dames de la duchesse de Rochefort. La comtesse de Mortagne accusa le coup,
son sourire se figeant sur ses lèvres peintes. Éléonore venait de la renvoyer publiquement à son rôle d'intruse indésirable, tout en affichant une assurance qui excluait toute idée de femme trompée ou humiliée. Avant qu'Hortense ne pût répliquer, le jeune comte de Charny, un bel officier des guides aux manières impeccables et à la réputation de séducteur, s'approcha du groupe. Il s'inclina bien bas devant Éléonore, ignorant presque la comtesse. « Madame la marquise, votre présence illumine ces jardins qui en avaient bien besoin, » dit-il avec un regard plein d'une admiration non dissimulée. « M'accorderiez-vous le privilège de vous accompagner vers le buffet des rafraîchissements ? On dit que la duchesse a fait venir des sorbets de Florence qui rivalisent avec votre beauté. » Éléonore sentit le regard d'Armand se poser sur elle, lourd et brûlant. Du coin de l'œil, elle vit la main du marquis se porter à son auriculaire pour faire tourner nerveusement son anneau sigillaire. Une impulsion soudaine la poussa à accepter l'invitation. Après des jours de froideur et de solitude forcée dans leur grand hôtel parisien, elle avait besoin de se sentir vivante, et peut-être aussi de tester la solidité du masque de son époux. « Avec grand plaisir, monsieur de Charny, » répondit-elle, en offrant au jeune homme un sourire d'une douceur qu'elle n'avait pas montré à Armand depuis des semaines. Elle posa délicatement sa main gantée sur le bras que lui offrait l'officier. Alors qu'il s'apprêtait à s'éloigner, Armand fit un pas rapide en avant, interceptant leur trajectoire. Son visage était tendu, ses yeux sombres fixés sur la main d'Éléonore posée sur la manche de Charny. Une lueur de jalousie pure, sauvage et incontrôlée traversa le regard du marquis. « Charny, » dit Armand d'une voix basse mais coupante comme l'acier, « ma femme craint la fraîcheur de l'ombre. Permettez que je l'accompagne également. » Sans attendre de réponse, Armand s'approcha d'Éléonore. Dans un geste d'une tendresse inattendue et possessive, il prit le châle de cachemire blanc qui reposait sur le bras de sa femme et le disposa lui-même sur ses épaules nues, ses doigts effleurant délibérément la peau douce de son cou. Éléonore tressaillit au contact de cette chaleur inattendue. Le regard d'Armand plongea dans le sien, y cherchant une rédemption, ou peut-être une supplication. « Vous grelottiez, ma chère » murmura-t-il pour elle seule, sa voix tremblant légèrement. « Je ne saurais laisser un autre que moi veiller sur vous. » Le comte de Charny, sentant la tension électrique qui unissait les deux époux, s'inclina avec une politesse prudente. « Je vois que le marquis est un époux des plus attentifs. Je ne voudrais pas m'imposer. » Hortense de Mortagne, délaissée et visiblement outrée par cette démonstration d'unité conjugale qui ruinait tous ses efforts pour faire scandale, tourna les talons dans un froissement de soie colérique, abandonnant le terrain. Autour d'eux, les chuchotements changèrent de ton. On ne parlait plus de rupture, mais de la passion jalouse du marquis de Valençay pour sa superbe épouse. L'opinion publique venait de basculer définitivement en faveur d'Éléonore, faisant d'elle la reine incontestée de cet après-midi mondain. Pourtant, alors qu'il s'éloignait sous les arbres, la main d'Armand resta posée sur la taille d'Éléonore, un contact à la fois doux et impérieux qui brûlait à travers l'étoffe de sa robe. Éléonore ne repoussa pas ce geste, nécessaire aux yeux du monde, mais son cœur battait la chamade. Elle venait de comprendre que si elle avait gagné une bataille contre leur ennemie commune, elle venait d'éveiller chez son mari une force qu'elle ne pourrait bientôt plus contrôler, celle d'un homme amoureux et désespéré de la reconquérir. Le ciel de Paris s'était drapé d'un manteau de suie en quelques instants, transformant la fin de l'après-midi en une nuit précoce. À peine le marchepied du carrosse eut-il été relevé que la tempête éclata, déversant des torrents d'eau sur les pavés de la capitale. À l'intérieur du compartiment de cuir et de bois, le vacarme de la pluie battante contre les vitres closes créait une atmosphère d'isolement presque irréel. Le véhicule tressautait au rythme des sabots des chevaux, ballotté par les bourrasques de vent qui s'engouffraient dans les avenues sombres. Éléonore s'était réfugiée dans le coin le plus éloigné de la banquette, le regard obstinément tourné vers la fenêtre, où les lanternes de la rue ne dessinaient plus que des traînées de lumière floue. Elle serrait contre sa poitrine son châle de cachemire blanc, mais l'étoffe, humidifiée par les quelques pas courus sous l'averse, ne lui offrait qu'une piètre protection contre le froid qui s'insinuait par les jointures de la portière. Ses lèvres étaient serrées pour empêcher ses dents de claquer. Armand était assis en face d'elle. Dans la pénombre de la cabine,
Sa haute silhouette n'était révélée que par les éclats intermittents des réverbères extérieurs. Il l'observait en silence depuis le départ de l'hôtel de Rochefort. Il vit le léger frisson qui parcourut les épaules de sa femme, le mouvement imperceptible de ses doigts qui tentaient de ramener le tissu mouillé sur ses bras nus. Sans un mot, Armand se pencha en avant. Il défit les boutons de sa lourde redingote de drap de laine sombre, doublée de soie épaisse, et la retira. Puis, quittant sa banquette, il vint s'installer à côté d'Éléonore. Avant qu'elle n'eût le temps de protester ou de reculer, il déploya le vêtement et le posa sur ses épaules. La chaleur de son corps, encore emprisonné dans la doublure, l'enveloppa instantanément. L'odeur d'Armand, ce mélange familier de tabac blond, de cèdre et de pluie, l'assaillit, réveillant en elle des souvenirs qu'elle s'efforçait d'étouffer depuis leur retour de Normandie. « Je n'ai pas besoin de votre sollicitude, Armand, » dit-elle d'une voix qu'elle voulut ferme, mais qui trahit une légère hésitation. « Reprenez votre manteau, vous allez prendre froid. » Elle fit mine de rejeter l'étoffe, mais la main d'Armand se posa doucement sur son épaule pour l'en empêcher. C'était un geste sans violence, empreint d'une autorité tranquille et d'une immense détresse. « Gardez-le, Éléonore, je vous en prie, » murmura-t-il. Sa voix, basse et grave, résonna tout près de son oreille, dominant le tambourinement de la pluie. « Vous pouvez me refuser votre pardon. Vous pouvez m'interdire votre lit et votre cœur. Mais ne me privez pas du droit de veiller à ce que vous ne souffriez pas physiquement par ma faute. » La marquise tourna la tête vers lui. Leurs visages n'étaient qu'à quelques pouces l'un de l'autre. À cette distance, elle pouvait voir la fatigue marquer ses traits, la ride d'anxiété qui barrait son front et la tristesse infinie qui assombrissait son regard. L'homme fier et distant qu'elle avait affronté dans la bibliothèque semblait s'être effacé pour laisser place à un époux désarmé, mendiant un regard. « Vous parlez de souffrance, Armand, mais vous oubliez que le froid de ce carrosse n'est rien comparé à celui que vous avez installé entre nous, » répondit-elle doucement, la colère ayant fait place à une lassitude sincère. Armand baissa les yeux vers les mains d'Éléonore, qui dépassaient des manches trop grandes de sa redingote. Elles étaient glacées. Sans lui demander sa permission, il prit ses deux mains entre les siennes. Ses paumes étaient larges, chaudes et fermes. Il commença à les frictionner doucement pour y ramener la vie. Éléonore voulut retirer ses mains, mais la chaleur qui émanait de lui était trop tentante, trop nécessaire. Elle laissa faire, le cœur battant à tout rompre. Ce contact physique, le premier depuis des semaines de silence et de reproches muets, agissait sur elle comme un baume douloureux. « Je sais ce que vous pensez de moi, » reprit Armand, les yeux toujours fixés sur leurs mains unies. « Je sais que chaque jour passé sous le même toit est une épreuve pour votre fierté. Si vous saviez à quel point il m'est intolérable de vous voir ainsi, si proche et pourtant si lointaine. Je donnerais ma fortune et mon titre pour pouvoir vous dire ce qui me lie à cette affaire, pour effacer cette ombre de vos yeux. »« Alors dites-le-moi, » supplia-t-elle dans un souffle, abandonnant un instant sa réserve. « Dites-moi la vérité, Armand. Délivrez-nous de ce mensonge. » Le marquis serra plus fort les mains de sa femme. Un combat intérieur féroce semblait se jouer derrière ses traits tendus. Il ouvrit la bouche pour parler, puis la referma, le visage obscurci par une ombre de regret impuissant. « Je ne peux pas, Éléonore, pas encore. Si je parlais aujourd'hui, je briserais une promesse qui ne concerne pas que ma propre vie. Mais je vous jure, par tout ce que j'ai de plus sacré, que mon cœur ne vous a jamais trahi. » Éléonore le regarda longuement. La sincérité de son accent était indéniable, sa souffrance trop réelle pour être feinte. Pour la première fois, le doute qui la rongeait changea de nature. Elle ne se demandait plus s'il l'avait trompée, mais quel secret terrible pouvait bien forcer un homme si fier à s'humilier ainsi pour protéger autrui. Elle ne retira pas ses mains. Elle laissa la chaleur d'Armand réchauffer ses doigts et son corps, acceptant cette trêve silencieuse au milieu de la tempête. Le carrosse continua sa route à travers les rues inondées de Paris, mais à l'intérieur, la distance glaciale qui les séparait venait de s'effondrer.
Éléonore savait qu'elle venait de perdre une part de sa précieuse défense. Elle ne pouvait plus feindre l'indifférence absolue. Le piège de son propre amour pour lui venait de se refermer un peu plus, rendant sa résolution de distance bien plus difficile à tenir. La nuit avait étendu son manteau de silence sur l'hôtel particulier de la rue de Varennes. Incapable de trouver le sommeil, tourmenté par le souvenir de la tiédeur des mains d'Armand dans le carrosse et par le parfum de sa redingote qui semblait encore flotter sur sa propre peau, Éléonore avait quitté sa chambre solitaire. Vêtue d'une simple robe de chambre de velours bleu nuit, une bougie à la main, elle avait descendu l'escalier déserte pour se rendre au cabinet d'écriture de son époux. Elle cherchait un ouvrage, n'importe quel volume d'histoire ou de poésie capable d'occuper son esprit fiévreux et d'éloigner les fantômes du doute. Le cabinet d'Armand était une pièce sobre, meublée de acajou sombre, exhalant une odeur de cire d'abeille, de vieux papier et du tabac turc qu'il fumait parfois le soir. C'était ici qu'il passait ses nuits depuis leur retour, exilé par le décret d'Éléonore à l'autre bout de la demeure. Éléonore posa sa bougie sur le bord du grand secrétaire. Elle s'apprêtait à se tourner vers la bibliothèque murale quand son regard fut attiré par un désordre inhabituel sur le bureau. Armand, d'ordinaire si méticuleux, si jaloux de l'ordre de ses papiers, avait laissé plusieurs courriers éparpillés, comme s'il avait dû quitter les lieux à la hâte. Parmi les factures et les rapports de gestion des terres de Normandie, un pli attira l'attention d'Éléonore. Le papier était d'un grain très fin, légèrement parfumé à la violette, et le sceau de cire noire, brisé mais encore lisible, portait les armes de la maison de Mortagne. Le cœur d'Éléonore rata un battement. Ses doigts tremblèrent légèrement lorsqu'elle s'approcha de la table. Elle savait que lire le courrier d'autrui était une entorse grave aux règles de la bienséance qu'elle chérissait tant. Mais la vue de ce nom, associé à la souffrance des derniers jours, balaya ses scrupules. Elle prit la feuille de papier et la déplia sous la lueur vacillante de la bougie. L'écriture fine, déliée et agressive d'Hortense de Mortagne s'étala sous ses yeux. « Mon cher Armand, votre silence commence à lasser ma patience. Je vous ai pourtant exposé avec clarté les termes de notre arrangement. Les lettres d'amour que votre jeune et si naïve sœur Valentine a adressées à ce capitaine de cavalerie sont toujours en ma possession. Une seule de ces missives publiées dans les salons suffirait à détruire sa réputation à jamais, et aucun parti convenable ne voudrait plus d'elle. Vous refusez toujours de me céder les terres de l'heure que je réclame en compensation de mon silence. La boucle d'oreille d'émeraude que j'ai déposée dans votre lit conjugal lors de mon séjour à Valençay n'était qu'un modeste avertissement. Elle a suffi, je le vois, à semer le trouble dans votre foyer. Si vous ne signez pas l'acte de vente d'ici la fin de la semaine, ce ne sera plus une simple boucle d'oreille que votre fière épouse découvrira, mais la ruine publique de votre famille. J'attends votre signature. » Éléonore sentit le sol se dérober sous ses pas. Elle dut s'appuyer d'une main sur le rebord du secrétaire pour ne pas tomber. Les mots d'Hortense dansaient devant ses yeux, gravés dans son esprit en lettres de feu. Armand n'avait pas menti. Il ne l'avait pas trahi. La présence de cette émeraude dans leur lit n'était pas le vestige d'une nuit de luxure et d'infidélité, mais l'acte de malveillance pure d'une maîtresse chanteuse entrée en douce dans leurs appartements privés pour faire plier le marquis. Et Armand, par amour pour sa jeune sœur Valentine, pour lui éviter le déshonneur et la ruine sociale, avait choisi de tout endurer. Il avait accepté le mépris de sa femme, la séparation de corps, la solitude et la honte d'apparaître comme un époux infidèle, plutôt que de trahir le secret de sa sœur et d'inquiéter Éléonore. Une vague d'une émotion violente, mélange de culpabilité déchirante et d'une immense tendresse, submergea la marquise.
Comment avait-elle pu douter de lui? Comment avait-elle pu croire, même un instant, que cet homme si noble, si soucieux du bien-être des siens, aurait pu profaner leur propre lit avec une femme qu'il méprisait? Elle repensa à la détresse d'Armand dans la bibliothèque, à ses supplications muettes, à sa jalousie maladroite mais si sincère dans les jardins de l'hôtel de Rochefort, et à la chaleur protectrice de son manteau sous la pluie. Tout s'éclairait d'une lumière nouvelle. Ce qu'elle avait pris pour de la culpabilité n'était que le poids d'un sacrifice solitaire. Ses larmes, si longtemps contenues, vinrent enfin brouiller sa vue. Une seule goutte tomba sur le papier parfumé, diluant l'encre noire de la signature d'Hortense. Un bruit de pas feutrés résonna dans le couloir. Éléonore sursauta. Elle n'eut pas le temps de reposer la lettre ni d'essuyer ses yeux. La porte du cabinet s'ouvrit lentement, révélant Armand. Il portait une robe de chambre sombre, ses cheveux étaient ébouriffés par une nuit sans sommeil, et ses traits parurent se figer lorsqu'il vit sa femme debout près de son bureau, la lettre de la comtesse à la main. Il s'arrêta sur le seuil, le regard fixé sur le papier froissé entre les doigts d'Éléonore. Le silence qui s'établit alors dans la pièce n'était plus celui de la méfiance ou de la colère, mais celui d'une vérité mise à nu, changeant à jamais le cours de leur destin commun. Armand resta immobile sur le seuil, les yeux fixés sur la feuille de papier froissé qu'Éléonore tenait contre sa poitrine. La lueur unique de la bougie dessinait des ombres mouvantes sur son visage fatigué, accentuant la pâleur de ses joues. Pendant un long moment, seul le sifflement du vent contre les vitres brisa le silence de la pièce. « Vous n'auriez pas dû lire ceci, » dit-il enfin. Sa voix était blanche, dénuée de la colère qu'il aurait pu feindre pour sauver les apparences. C'était le ton d'un homme qui venait de voir sa dernière ligne de défense s'effondrer. Il fit quelques pas lents dans la pièce, s'arrêtant près du grand fauteuil de cuir, comme s'il avait soudain besoin d'un appui. « Pourquoi ne m'avoir rien dit, Armand ?» demanda Éléonore. Sa propre voix tremblait, dépouillée de toute la morgue aristocratique qu'elle avait affichée dans les jardins de l'hôtel de Rochefort. Elle s'approcha de lui, la lettre toujours à la main. « Vous m'avez laissé croire que vous aviez introduit cette femme dans notre propre lit. Vous avez accepté que je vous bannisse de ma chambre, que je vous traite comme un étranger dans votre propre maison. Pourquoi endurer une telle humiliation ?» Armand détourna le regard, ses doigts se crispant sur le dossier du fauteuil. Son anneau sigillaire brilla doucement sous la lumière dorée. « Parce que c'est ma sœur, Éléonore, » murmura-t-il, et pour la première fois, sa voix se brisa légèrement. Valentine n'a que 17 ans, elle est si jeune, si crédule, elle a cru aux belles paroles d'un officier qui ne cherchait qu'à s'amuser de sa naïveté. Elle lui a écrit des lettres insensées, passionnées, que la comtesse de Mortagne a rachetées à ce misérable pour une poignée d'or. Il prit une inspiration tremblante, posant une main sur son front comme pour chasser un cauchemar. Si Hortense publie ces lettres, Valentine est perdue. Aucun homme de notre milieu ne l'épousera. Elle sera bannie des salons, condamnée à l'exil ou au couvent. Je devais la protéger, c'est mon devoir de frère, de chef de famille. Mais votre devoir d'époux ? Répliqua doucement Éléonore, faisant encore un pas vers lui. Pensiez-vous vraiment que je serais incapable de comprendre ? Que je préférerais vous croire infidèle plutôt que de partager ce fardeau avec vous ? Armand leva les yeux vers elle. Il y avait dans son regard une détresse si pure, une vulnérabilité si contraire à sa fierté habituelle, qu'Éléonore en eut le cœur serré. « J'avais peur, » avoua-t-il dans un souffle, « j'avais peur de votre jugement. Notre mariage a été arrangé par nos familles, Éléonore. Nous commencions à peine à nous apprivoiser, à construire quelque chose de vrai. Je craignais que si vous appreniez la faiblesse de Valentine, ou si vous vous trouviez mêlé à cette infamie, vous ne regrettiez de porter mon nom. Je préférais que vous me détestiez pour un mensonge plutôt que de vous voir souffrir par la réalité de mes faiblesses familiales. » Il fit un pas vers elle, ses mains tendues dans un geste d'imploration inconscient. « Hortense a profité d'une nuit où j'étais resté tard à travailler ici pour s'introduire dans notre aile. Elle savait que vous étiez absente pour la soirée. Elle a déposé cette boucle d'oreille pour me prouver qu'elle pouvait entrer partout, qu'elle tenait notre vie entre ses mains. Quand vous l'avez trouvée, j'ai vu la haine dans vos yeux, et j'ai cru que mon cœur allait cesser de battre. Mais je ne pouvais pas parler sans trahir Valentine.
Éléonore regarda cet homme si fier, ce marquis que la société parisienne jugeait froid et inaccessible, qui se tenait devant elle, brisé par l'amour qu'il portait à sa sœur et par la peur de perdre son épouse. La dernière barrière de glace qui entourait son cœur fondit instantanément. Elle posa la lettre sur la table et, sans hésiter, franchit la distance qui les séparait. Elle prit les mains d'Armand dans les siennes. Elles étaient froides cette fois, et elle les serra avec toute la chaleur dont elle était capable. « Vous êtes un imbécile, Armand de Valençay, » murmura-t-elle, les yeux embués de larmes, mais brillants d'une résolution nouvelle. « Un noble et courageux imbécile. » Armand tressaillit au contact de ses mains. Il la regarda, n'osant croire à la douceur de son ton. « Éléonore, pensez-vous vraiment que je sois si fragile ? Que le nom de Valençay ne soit pour moi qu'un titre sur une carte de visite ? Je suis votre femme, Armand. Vos combats sont les miens. La réputation de Valentine est ma réputation. Si cette femme croit pouvoir nous diviser et nous dépouiller en utilisant la peur, elle se trompe sur notre compte. » Un soupir de soulagement immense s'échappa de la poitrine d'Armand. Il serra les mains d'Éléonore à son tour, y appuyant son front un instant, comme pour y puiser la force qui lui avait tant manqué ces derniers jours. Lorsqu'il se redressa, ses yeux étaient humides, mais la lueur de la défaite avait disparu. « Que voulez-vous faire » demanda-t-il. « Nous allons nous battre ensemble, » répondit-elle avec un sourire confiant qui illumina son visage. « Hortense de Mortagne veut nos terres et notre ruine. Elle n'aura ni l'une ni l'autre. Mais pour réussir, nous devons cesser cette comédie de séparation. Je veux que vous réintégriez nos appartements dès ce soir. Le monde doit nous voir plus unis que jamais. C'est notre meilleure défense. » Armand la regarda, le cœur gonflé d'une admiration et d'un amour qu'il ne pouvait plus contenir. Il leva lentement une main et la posa sur la joue d'Éléonore, ses doigts effleurant sa peau douce avec une infinie tendresse. « Je ne mérite pas une telle épouse, » dit-il d'une voix basse et vibrante. « Vous la méritez amplement, » répondit-elle en inclinant la tête contre sa paume. « Mais promettez-moi une chose, Armand, plus jamais de secret entre nous. Plus jamais, je vous le jure. » Dans le silence de la nuit, l'alliance secrète était scellée. Ce n'était plus un mariage de convenance imposé par le devoir, mais une union de cœur et d'esprit, prête à affronter les tempêtes de la haute société. Le premier pas vers leur reconquête amoureuse venait d'être franchi, changeant à jamais le climat de leur foyer. La salle à manger de la duchesse douairière de Rochefort offrait un contraste saisissant avec la solennité froide du château de Valençay. Ici, sous les plafonds bas ornés de stucs dorés, l'atmosphère était d'une chaleur presque intime. Les bougies de cire jaune brûlaient dans des flambeaux de vermeil, jetant des reflets ambrés sur la vaisselle de porcelaine fine et les verres en cristal de Bohême. Une odeur réconfortante de faisan rôti aux truffes et de vin de Bourgogne flottait dans la pièce. Éléonore et Armand étaient assis côte à côte, face à la maîtresse des lieux. Pour cette soirée en petit comité, Éléonore avait choisi une robe de soie bleue de Saxe qui mettait en valeur la clarté de son teint. Armand, quant à lui, semblait avoir retrouvé une assurance nouvelle. La révélation de la nuit précédente avait balayé les ombres qui ternissaient son regard. « Vous reprendrez bien un peu de ce faisan, ma chère enfant ?» dit la duchesse d'une voix qui, malgré ses 70 ans, conservait une vivacité singulière. « Vous me paraissez bien pâle ces derniers temps. Paris ne réussit guère aux jeunes épouses si on ne leur offre pas un peu de distraction. »« Vous êtes trop bonne, ma tante, » répondit Éléonore avec un doux sourire, « mais je vous assure que je ne manque de rien. La compagnie d'Armand me suffit amplement. » Pour appuyer ses dires, Armand posa sa main sur celle d'Éléonore, qui reposait sur la nappe de damas blanc. Le contact fut franc, chaleureux. Ses doigts longs et fins serrèrent les siens avec une tendresse qui n'avait plus rien de la comédie qu'il s'était juré de jouer devant le monde. Éléonore ne retira pas sa main. Au contraire, elle y répondit par une légère pression, sentant un frisson de bien-être parcourir son échine. « Vraiment ?» dit la duchesse en chaussant lentement son face-à-main en or pour dévisager le jeune couple avec une moue dubitative. « À vous voir ainsi, on croirait presque que la rumeur publique délire. On murmure pourtant dans les salons que le marquis de Valençay passe ses nuits à soupirer dans son cabinet, tandis que sa marquise s'enferme à double tour. »
Armand laissa échapper un rire léger, faisant tourner son anneau sigillaire avec une aisance retrouvée. Les salons parisiens s'ennuient, ma tante. Il leur faut bien inventer des drames, là où il n'y a que le calme d'un foyer heureux. Si je passe mes nuits à écrire, c'est uniquement pour régler les affaires de nos domaines normands, afin d'offrir à Éléonore le voyage en Italie qu'elle désire tant. Il tourna son visage vers son épouse, et le regard qu'il lui adressa était si chargé d'une promesse sincère qu'Éléonore sentit ses joues se colorer d'un rose délicat. Ce n'était plus du jeu. La complicité qui s'était nouée dans le secret de la nuit se transformait, sous les yeux de la vieille duchesse, en un sentiment bien plus brûlant. La duchesse de Rochefort abaissa son face à main, un sourire satisfait étirant ses lèvres ridées. Elle fit un signe de la main aux domestiques, qui s'inclinèrent et quittèrent la pièce en refermant les doubles portes de chêne. Le silence se fit, plus confidentiel. « Bien, » dit la vieille dame en s'appuyant sur le dossier de son fauteuil, « puisque nous sommes entre nous, parlons sérieusement. Vous jouez fort bien la comédie de l'amour parfait, mes enfants, et j'en suis ravi. Mais je sais que la mortagne rôde autour de vous comme un corbeau sur une moisson. Cette femme est une peste. Elle a tenté de m'approcher pas plus tard qu'hier pour me glisser des méchancetés sur votre compte, Armand. » Le marquis se tendit légèrement, mais la main d'Éléonore, qui s'était glissée sous la sienne, resta posée comme un rempart apaisant. « Hortense de Mortagne cherche à nuire, c'est certain, » dit Éléonore d'une voix calme. « Mais ces menaces n'ont pas de prise sur nous. »« Ne la sous-estimez pas, ma petite, » répliqua la duchesse en secouant la tête. « Hortense est une femme désespérée, et les femmes désespérées sont les plus dangereuses. C'est d'ailleurs ce qui causera sa perte, si l'on sait où frapper. » Armand fronça les sourcils, intrigué par le ton mystérieux de sa tante. « Que voulez-vous dire, ma tante ?» La duchesse se pencha en avant, ses yeux brillants d'une malice triomphante sous ses cheveux blancs. « Tout le monde croit que la comtesse de Mortagne est à la tête d'une fortune colossale depuis la mort de son époux. C'est un mensonge qu'elle entretient à grand renfort de toilettes et de réceptions mondaines. La vérité, c'est que son défunt mari l'a laissée ruiner. Il avait contracté des dettes de jeu astronomiques en Italie, et la majeure partie de ses biens est hypothéquée au-delà du raisonnable. » Éléonore et Armand échangèrent un regard rapide. La lettre de chantage prenait soudain tout son sens. Hortense ne cherchait pas seulement à se venger ou à briser leur couple. Elle avait un besoin vital des terres de l'Eure pour éviter la faillite. « Êtes-vous sûr de cela ?» demanda Armand, la voix basse. « Absolument, » affirma la duchesse. « Mon avoué, qui est également celui de la famille Mortagne, me l'a confié sous le sceau du secret. Hortense a un besoin urgent de capitaux ou de terres libres de toute hypothèque qu'elle pourrait vendre ou donner en garantie à ses créanciers avant la fin du mois prochain. Sans cela, ses châteaux seront saisis et sa ruine sera publique. C'est pour cela qu'elle s'agite tant. Elle cherche une proie pour se renflouer. » Éléonore sentit une vague de soulagement et de triomphe l'envahir. L'ennemi n'était pas invincible. Elle n'était qu'une faussaire sociale, une femme aux abois qui jouait sa dernière carte. « C'est donc pour cela qu'elle exige les terres de l'Eure » murmura Éléonore, presque pour elle-même. « Précisément, » dit la duchesse en posant son regard acéré sur sa nièce par alliance. « Si vous parvenez à obtenir les preuves écrites de ses dettes et de ses malversations financières, vous tiendrez de quoi la faire taire à jamais. Elle n'osera plus jamais prononcer le nom de Valençay, de peur que sa propre déchéance ne soit jetée en pâture au salon. » Armand serra la main d'Éléonore, ses yeux brillants d'une lueur de résolution nouvelle. Le rapport de force venait de changer du tout au tout. Ils n'étaient plus les victimes impuissantes d'un chantage odieux. Ils détenaient désormais l'arme qui permettrait de terrasser la comtesse. « Merci, ma tante, » dit Armand d'une voix ferme, en portant la main d'Éléonore à ses lèvres pour y déposer un baiser respectueux, mais empreint d'une passion naissante. « Vous venez de nous offrir la clé de notre liberté. » Éléonore regarda son époux, le cœur battant d'une douce fierté. La complicité qui les unissait à cet instant précis était plus forte que toutes les intrigues de Paris. Le piège d'Hortense venait de se retourner contre elle, et la marquise de Valençay savait désormais exactement comment elle allait mener la danse. Le bal de l'ambassade d'Autriche brillait de 1000 feux.
s'affirmant comme l'événement le plus somptueux de la saison parisienne. Sous les plafonds peints où s'ébattaient des nymphes dorées, la grande galerie des glaces reflétait à l'infini l'éclat des milliers de bougies, le chatoiement des uniformes militaires et le tourbillon des parures de bal. Le son de l'orchestre, qui jouait une valse entraînante, emplissait l'espace d'une énergie vibrante. Éléonore traversa la salle au bras d'Armand. Elle portait une robe de satin noir d'une coupe audacieuse qui contrastait superbement avec la blancheur de sa peau et l'éclat discret de ses perles. À leur droite, Valentine, la jeune sœur d'Armand, avançait d'un pas timide. Vêtue d'une robe de tulle blanc parsemée de petites roses pâles, la jeune fille semblait une colombe égarée au milieu d'une meute de loups. Ses doigts fins tortillaient nerveusement la dentelle de son mouchoir, et ses yeux clairs cherchaient constamment le regard rassurant de sa belle-sœur. « Restez droite, Valentine », murmura Éléonore d'une voix douce mais ferme. « Vous êtes une Valancée. Personne ici n'a le pouvoir de vous faire baisser les yeux si vous ne leur en donnez pas la permission. » Armand jeta un regard empreint d'une reconnaissance infinie à son épouse. Sa main libre se posa un instant sur celle d'Éléonore, serrant ses doigts avec une chaleur communicative. « Merci », murmura-t-il pour elle seule. Leur trêve intime fut interrompue par l'approche d'un groupe de dames de la haute aristocratie, au centre duquel trônait Hortense de Mortagne. La comtesse, vêtue d'une robe de velours pourpre qui semblait crier sa présence, faisait battre son éventail de plumes noires contre sa paume avec un rythme sec et menaçant. Ses yeux brillèrent d'une lueur cruelle lorsqu'elle aperçut Valentine. « Ah, la famille Valancée au grand complet », dit Hortense d'une voix suffisamment haute pour faire taire les conversations alentour. Quelle charmante image de dévotion familiale. Et la petite Valentine, qui fait ses premiers pas dans le monde. Elle s'arrêta juste devant eux, obligeant le couple à faire halte. Les curieux se rapprochèrent, flairant le parfum d'un scandale imminent. « J'espère, mon enfant, » continua la comtesse en fixant Valentine avec un sourire venimeux, « que vous saurez vous montrer plus prudente dans vos relations mondaines que vous ne l'avez été dans vos lectures privées. On raconte dans certains cercles que vous avez un penchant fort prononcé pour la correspondance romanesque. Une plume bien trop agile pour une jeune fille si peu expérimentée, n'est-ce pas ?» Valentine devint instantanément blanche comme la cire. Ses lèvres tremblèrent, et elle laissa presque échapper son mouchoir de dentelle. La menace était à peine voilée. Hortense faisait allusion aux lettres d'amour compromettantes devant la baronne de Condé et la marquise de Cernay, deux des plus terribles arbitres de la réputation parisienne. Armand fit un pas en avant, le visage assombri par une colère noire. Sa main se posa sur son anneau sigillaire, prêt à briser toutes les règles de la bienséance pour défendre sa sœur. Mais Éléonore le devança. D'un mouvement fluide, elle se plaça entre la comtesse et Valentine, redressant son menton avec une fierté royale. Son regard d'acier se planta dans celui d'Hortense. « Vous parlez sans doute, Hortense, de cette charmante correspondance académique que Valentine a rédigée sous ma direction, » dit Éléonore d'une voix claire, mélodieuse et parfaitement assurée qui résonna dans le cercle des invités. La comtesse sia, surprise par cette parade inattendue. « Une correspondance académique » répéta-t-elle avec un doute méprisant. « Précisément, » reprit Éléonore avec un sourire d'une politesse désarmante. Valentine s'est exercée à pasticher le style épistolaire du XVIIIe siècle pour notre œuvre de bienfaisance auprès des jeunes filles orphelines. C'est un exercice de style fort exigeant, conçu pour montrer comment les mots d'esprit peuvent être mal interprétés par des esprits, disons, moins éduqués ou malveillants. J'ignorais que nos travaux d'études eussent suscité un tel intérêt chez vous, à moins que vous n'ayez une affection particulière pour les brouillons de jeunes filles. » Un léger rire s'éleva parmi les dames de la suite de la baronne de Condé. La comtesse de Mortagne sentit le piège se refermer sur elle.
En présentant les lettres comme un exercice littéraire approuvé et supervisé par la marquise elle-même, Éléonore désarmait complètement la rumeur avant même qu'elle ne pût naître. Toute tentative de publier ses écrits passerait désormais pour une tentative ridicule de faire passer un travail d'étude pour une intrigue réelle. Hortense, le visage crispé par la rage, tenta une dernière attaque. « Les brouillons peuvent parfois contenir des vérités fort compromettantes, marquise. »« C'est vrai, » répliqua Éléonore, son ton devenant soudainement plus froid et incisif. Tout comme les salons dorés cachent parfois des fortunes en ruine et des dettes que l'on tente désespérément de masquer par des intrigues de couloir. Mais la vérité finit toujours par éclater, n'est-ce pas? Et la société sait promptement tourner le dos à ceux qui n'ont plus que la médisance pour subsister. La baronne de Condé ouvrit de grands yeux, captant immédiatement l'allusion aux difficultés financières d'Hortense. Les regards des invités changèrent de cible. Ce n'était plus Valentine que l'on observait avec suspicion, mais la comtesse de Mortagne, dont le prestige semblait soudain s'effriter sous le poids des sous-entendus d'Éléonore. Sentant le vent tourner en sa défaveur, Hortense ferma son éventail de plumes noires d'un coup sec. « Vous êtes bien hardie, Éléonore, » dit-elle dans un souffle venimeux. « Je suis simplement à ma place, comtesse, » répondit la marquise avec une révérence parfaite. Sans lui laisser le temps de répliquer, Éléonore se tourna vers Valentine, lui offrant son bras avec une douceur maternelle. « Venez, Valentine, le comte de Charny m'a confié qu'il souhaitait vous inviter pour la prochaine contredanse. Il serait dommage de le faire attendre pour de si futiles bavardages. » La jeune fille, dont les joues commençaient à retrouver leur couleur, prit le bras de sa belle-sœur avec une dévotion touchante. Armand ferma la marche. Avant de s'éloigner, il jeta un dernier regard à Hortense de Mortagne, qui restait seule au milieu de la galerie, évitée par les dames qui s'étaient pourtant pressées autour d'elle quelques minutes plus tôt. Une fois hors de portée de voix, dans l'embrasure d'une grande fenêtre donnant sur les jardins de l'ambassade, Armand s'arrêta. Il prit la main d'Éléonore et, devant les quelques invités qui les observaient de loin, la porta à ses lèvres. Ce n'était plus le baiser courtois du protocole, mais une caresse lente, appuyée, où ses lèvres brûlantes restèrent posées contre la peau fine de son poignet. « Vous avez été magnifique, » murmura-t-il, ses yeux sombres brillant d'une fierté et d'un amour sans bornes. « Vous avez sauvé Valentine, et vous l'avez terrassée. »« Nous l'avons fait ensemble, » répondit-elle doucement, le cœur battant à tout rompre sous la caresse de ses lèvres. « Mais le combat n'est pas fini, Armand. Elle sait maintenant que nous connaissons sa faiblesse. Elle va vouloir frapper plus fort, et vite. »« Quel essai ?» dit le marquis, en resserrant sa prise sur sa main, une lueur de résolution farouche dans le regard. Elle trouvera désormais un bloc invincible. La marquise de Valençay sourit, sentant pour la première fois que la tempête qui menaçait leur foyer venait de faire d'eux non pas des alliés de circonstance, mais deux âmes prêtes à tout l'une pour l'autre. L'atmosphère de la serre chaude du domaine de Rochefort était presque étouffante, chargée de l'odeur humide de la terre noire, des fougères géantes et du parfum capiteux des orchidées blanches importées des colonies. De grandes vitres sombres séparaient ce havre tropical de la fraîcheur de la nuit d'automne qui enveloppait le parc. Au-dehors, le vent faisait gémir les branches des vieux chênes. Au-dedans, seul le clapotis régulier d'une petite fontaine de pierre brisait le silence de ce sanctuaire de verre. Éléonore attendait, debout près d'un grand bananier aux larges feuilles luisantes. Elle avait troqué sa tenue de bal pour une robe de velours sombre, simple et austère. Dans sa main droite, elle tenait une enveloppe de cuir maroquiné, scellée du cachet d'un avoué de la cour. Son visage était calme, mais ses yeux brillaient d'une détermination froide. Le grincement de la porte de fer forgé signala l'arrivée de son invité. Hortense de Mortagne entra, enveloppée dans une pelisse de satin doublée de martre. Elle avait répondu au billet pressant qu'Éléonore lui avait fait remettre par un valet, pensant sans doute savourer sa victoire ou exiger enfin la signature d'Armand pour les terres de l'Eure. « Vous avez choisi un endroit bien singulier pour notre entretien, Éléonore, » dit la comtesse en s'avançant d'un pas dédaigneux sur les dalles de pierre. « La chaleur de cette serre est insupportable. J'espère pour vous que ce que vous avez à me dire justifie que j'ai quitté le salon de la duchesse. »« Cette serre a l'avantage de n'avoir pas d'oreille, Hortense, » répondit la marquise d'une voix douce qui contrastait avec la tension de l'air. « Et ce que j'ai à vous dire
exige la plus grande discrétion. La comtesse laissa échapper un petit rire moqueur, faisant battre son éventail de plumes noires contre sa paume. Si vous venez me supplier pour les lettres de la petite Valentine, vous perdez votre temps. Mon prix n'a pas changé. Les terres de l'heure doivent m'être cédées avant la fin de la semaine, sans quoi la réputation de votre belle-sœur sera jetée aux quatre vents de Paris. Armand a beau faire le fier, il pliera. Armand ne signera rien, dit Éléonore d'un ton tranquille. Et vous allez me remettre ces lettres à l'instant même. Hortense s'arrêta net, son sourire s'effaçant pour laisser place à une expression de mépris outré. Vous perdez la tête, ma chère. Quelle autorité pensez-vous avoir sur moi? Vous n'êtes qu'une marquise de fraîche date, et votre mari est à ma merci. Éléonore leva lentement l'enveloppe de cuir qu'elle tenait à la main. Cette enveloppe contient les relevés détaillés de vos comptes auprès de la Banque de France, ainsi que la liste de toutes les hypothèques qui pèsent sur vos châteaux de Touraine et votre hôtel de Paris. Elle contient également les copies des reconnaissances de dettes que votre défunt mari a signées à Florence et que vous tentez désespérément de rembourser en vendant des terres qui ne vous appartiennent déjà plus. Le visage d'Hortense se décomposa. La rougeur de la colère fit place à une pâleur livide, presque verte sous la lumière des lanternes de la serre. Elle fit un pas en arrière, ses doigts se crispant sur les plumes de son éventail. « Comment? Où avez-vous obtenu cela? C'est un vol, une infamie. » « C'est le travail d'un avoué fort compétent et fort bien payé, » répliqua Éléonore sans élever la voix. « La duchesse de Rochefort a de nombreuses relations, Hortense, et elle n'apprécie guère que l'on vienne menacer sa famille. Vous êtes insolvable. Si ces documents sont remis à vos créanciers, ou simplement évoqués demain matin au salon de la baronne de Condé, votre crédit s'effondrera en quelques heures. Vos biens seront saisis, vos équipages vendus aux enchères, et vous serez banni de la société parisienne avant la fin de la semaine. » La comtesse tremblait de tous ses membres. La pelisse de martre semblait soudain trop lourde pour ses épaules affaissées. Elle réalisa que la jeune femme qu'elle avait cru pouvoir manipuler venait de détruire sa seule ligne de survie. « Vous n'oseriez pas, » balbutia-t-elle, la voix étranglée par la panique. « Le scandale rejaillirait sur vous. »« Quel scandale ?» demanda Éléonore avec une feinte innocence. « La ruine d'une veuve imprudente est une chose courante à Paris. En revanche, la ruine d'une femme qui a tenté de faire chanter le marquis de Valençay serait un spectacle dont la cour se délecterait. Je n'ai rien à perdre, Hortense. Ma réputation est intacte, celle de mon mari également. Mais vous jouez votre existence même ce soir. » Hortense fixa Éléonore avec une haine farouche, mais derrière la colère, c'était la terreur qui dominait. Elle savait qu'elle avait perdu. La marquise tenait sa vie entre ses mains gantées. Lentement, d'une main tremblante, la comtesse ouvrit son réticule de velours pourpre. Elle en sortit un petit paquet de lettres liées par un ruban de soie rose fanée. L'encre des enveloppes, de l'écriture enfantine de Valentine, était visible sous la lumière de la serre. « Prenez-les !» cracha-t-elle en jetant le paquet sur la table de pierre qui se trouvait entre elles. « Prenez-les et étouffez-vous avec. » Éléonore s'avança. D'un geste calme, elle ramassa les lettres, vérifia rapidement le nombre d'enveloppes, puis les glissa dans la poche de sa robe. Elle posa ensuite l'enveloppe de cuir maroquiné sur la table de pierre. « Voici les originaux des rapports de l'avoué, » dit-elle. « Je n'ai gardé aucune copie. Tant que vous resterez éloigné de ma famille, ces informations n'iront pas plus loin. Mais si je revois votre visage à Paris, ou si j'apprends que vous avez prononcé le nom de Valençay, je me ferai un devoir de rappeler à vos créanciers l'adresse de votre demeure. » Hortense ramassa l'enveloppe avec la hâte d'une mendiante, la serrant contre sa poitrine comme si sa vie en dépendait. Sans ajouter un mot, elle tourna les talons et s'enfuit de la serre, le bruit de ses pas précipités résonnant sur les dalles de pierre avant de s'éteindre dans la nuit. Éléonore resta seule. La tension qui l'avait soutenue pendant toute la confrontation se relâcha d'un coup. Elle s'appuya contre la table de pierre, fermant les yeux, tandis que le clapotis de la fontaine reprenait ses droits dans le silence retrouvé.
Elle glissa sa main dans sa poche et serra les lettres de Valentine. La menace était écartée. La réputation de la jeune fille était sauve, et le chantage qui avait failli détruire son mariage venait de prendre fin. Mais alors qu'elle s'apprêtait à quitter la serre pour annoncer la nouvelle à Armand, elle réalisa que le plus difficile restait à faire. Apprendre à vivre avec cet homme qu'elle aimait désormais sans l'armure de sa fierté blessée. Elle sortit de la serre, prête à affronter ce nouveau destin qui s'ouvrait devant eux. Le soleil du matin traversait les hautes fenêtres du petit salon de l'hôtel de la rue de Varennes, dessinant des rectangles dorés sur le parquet de chêne ciré. Une brise légère faisait doucement onduler les rideaux de mousseline blanche, apportant avec elle les rumeurs lointaines de Paris qui s'éveillaient. Sur la table de marqueterie, le service à café d'argent brillait doucement, mais personne n'y avait encore touché. Éléonore était assise près de la fenêtre, un livre ouvert sur ses genoux qu'elle ne lisait pas. Elle écoutait les bruits de la maison. Quelques instants plus tôt, le vieux majordome Pierre était entré d'un pas discret pour lui annoncer la nouvelle que tout le monde attendait en silence. La comtesse de Mortagne avait fait charger ses bagages à la hâte au milieu de la nuit et avait quitté Paris à l'aube, fuyant vers ses terres de Touraine sans saluer personne. La déroute de leur ennemi était totale, silencieuse et définitive. La porte du salon s'ouvrit et Armand entra. Il avait revêtu une redingote d'intérieur en velours sombre. Ses cheveux bruns, habituellement si bien lissés, étaient légèrement indisciplinés, et ses yeux sombres portaient les marques d'une nuit de veille. Pourtant, la tension constante qui lui serrait les traits depuis leur séjour en Normandie s'était évanouie. Il s'arrêta au milieu de la pièce, son regard cherchant immédiatement celui d'Éléonore. « Pierre m'a dit pour la comtesse », commença-t-il d'une voix basse et légèrement enrouée. « Elle est partie. »« Oui », répondit doucement Éléonore en posant son livre sur la table. « Elle ne reviendra pas, Armand. Sa ruine est trop proche pour qu'elle se risque à reparaître dans les salons. » Armand fit quelques pas vers elle, puis s'arrêta à nouveau, comme s'il craignait d'imposer sa présence. Ses doigts effleurèrent machinalement l'anneau sigillaire à son auriculaire, un geste qui trahissait son trouble persistant. Éléonore se leva. Elle glissa sa main dans la poche de sa robe de matin et en sortit le petit paquet de lettres liées par le ruban de soie rose qu'elle avait arraché à Hortense la veille. Elle s'avança vers son époux et lui tendit les papiers. « Voici pour Valentine, dit-elle. Le danger est écarté, sa réputation est sauve. » Armand regarda le paquet de lettres. Ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'il s'en saisit. Il reconnut l'écriture fine et enfantine de sa jeune sœur sur les enveloppes froissées. Un soupir tremblant, presque un sanglot de soulagement, s'échappa de sa poitrine. Il serra les papiers contre lui, fermant les yeux un instant pour savourer la fin de ce cauchemar qui l'avait torturé pendant des semaines. Lorsqu'il rouvrit les yeux, son regard se posa sur Éléonore avec une intensité qui fit battre le cœur de la jeune femme plus rapidement. « Vous avez fait cela seul, » murmura-t-il, la voix altérée par l'émotion. « Vous avez affronté cette femme, vous avez risqué votre propre tranquillité pour réparer les fautes de ma famille. Pourquoi, Éléonore? Après la façon dont je vous ai traité, après mon silence, j'aurais compris que vous me laissiez gérer ce désastre. » Éléonore s'approcha de la cheminée où brûlait un feu clair pour chasser la fraîcheur du matin. Elle prit la pincette de fer et remua les braises. « Je vous l'ai dit, Armand, je suis votre femme. La réputation des Valençay est la mienne. Et puis, je ne pouvais pas laisser cette manipulatrice détruire la vie de Valentine. Elle est trop jeune pour payer si cher une simple imprudence. » Elle se tourna vers lui, lui désignant les flammes du regard. « Brûlez-les, Armand, que cette histoire disparaisse à jamais. » Le marquis s'approcha de l'âtre. Un à un, il détacha les rubans et jeta les billets doux dans le feu. Le papier jaunit, s'enflamma rapidement et se transforma en cendres noires qui s'envolèrent dans la cheminée. Avec elle s'évanouissait la dernière arme qu'Hortense de Mortagne possédait contre leur maison. Quand le dernier morceau de papier fut consumé, Armand se tourna vers Éléonore. Le soulagement d'avoir sauvé sa sœur faisait maintenant place à un sentiment bien plus vaste, plus écrasant. Il la regardait comme s'il la voyait pour la première fois,
dépouillée de son rôle de marquise de convenance, révélée dans toute sa force, sa noblesse et sa loyauté. Il réalisa à cet instant qu'il l'aimait d'un amour éperdu, un amour qui dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. Ce n'était plus seulement de l'admiration pour sa beauté ou son esprit, c'était une dévotion totale pour la femme qui venait de le sauver de la ruine morale. Il fit le pas qui les séparait et prit délicatement les mains d'Éléonore entre les siennes. Ses paumes étaient chaudes et la marquise ne tenta pas de se dégager. « Éléonore, dit-il d'une voix qui tremblait de toute la force de ses sentiments contenus, je ne sais comment vous exprimer ma gratitude. Ce que vous avez fait, la noblesse dont vous avez fait preuve, cela me dépasse. Je me sens si petit devant vous. » Il leva une main et effleura doucement la joue d'Éléonore, ses doigts s'attardant sur sa peau douce, ses yeux sombres plongés dans les siens, y cherchant une lueur d'espoir. Il brûlait de lui crier son amour, de lui dire qu'il n'avait jamais aimé qu'elle, que son cœur lui appartenait tout entier. Mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. La culpabilité de ses silences passés, la honte de l'avoir laissé souffrir et douter de lui, pesait encore trop lourd. Il sentait qu'il n'avait pas encore le droit de prononcer ces paroles sacrées. Il devait d'abord lui prouver, jour après jour, par ses actes et sa dévotion, qu'il était digne d'elle. Une déclaration trop rapide aurait semblé facile, presque une tentative d'effacer le passé par de simples mots. « Je passerai le reste de ma vie à essayer de mériter ce que vous avez fait pour nous », murmura-t-il simplement, en penchant la tête pour déposer un baiser lent et vibrant sur le front d'Éléonore. La marquise ferma les yeux sous la caresse de ses lèvres, sentant la sincérité de son émotion l'envahir. Elle comprit son hésitation, son silence respectueux, et lui en fut reconnaissante. Le mur de glace entre eux était tombé, mais le chemin vers une confiance absolue demandait encore du temps. Armand recula d'un pas, reprenant le contrôle de lui-même, bien que son regard restât fixé sur elle avec une tendresse infinie. « Je vais écrire à Valentine pour lui annoncer que tout est fini, » dit-il avec un faible sourire. « Elle sera hors de danger dès aujourd'hui. »« Faites, Armand, » répondit Éléonore en lui offrant un sourire chaleureux. « Et ensuite, nous préparerons notre départ pour la Normandie. Je crois que nous avons tous deux besoin de retrouver le calme de Valençay. » Armand s'inclina et quitta la pièce. Éléonore se retourna vers la fenêtre, regardant le soleil illuminer les toits de Paris. Le danger social était écarté, mais la relation entre le marquis et la marquise venait de prendre un tournant irréversible. Ils n'étaient plus des époux séparés par un secret, mais deux êtres suspendus au seuil d'un amour qui n'attendait plus qu'un mot pour éclater au grand jour. Le voyage de retour vers la Normandie s'était fait dans un calme réparateur, loin du tumulte et des commérages de la capitale. Lorsque la berline avait franchi les grilles du château de Valençay, Éléonore avait senti un poids immense s'alléger dans sa poitrine. Les grands arbres du parc, parés de leurs couleurs d'or et de rouille, semblaient monter une garde bienveillante autour de leur demeure. Les bruits de la ville, les chuchotements derrière les éventails et la présence étouffante d'Hortense de Mortagne n'étaient plus que des souvenirs lointains. Ce soir-là, pour leur premier dîner depuis leur retour, Armand avait demandé qu'on dressât la table dans le petit salon de musique, plus intime et plus chaleureux que la grande salle à manger d'apparat. Un feu vif pétillait dans la cheminée, jetant des lueurs dansantes sur les boiseries claires et le piano à queue. 2 bougies seulement éclairaient la table ronde, créant un cercle de lumière dorée autour des deux époux. Le service s'était déroulé sans hâte. Les domestiques, sentant le changement d'atmosphère entre leurs maîtres, s'étaient retirés avec une discrétion exemplaire, laissant le marquis et la marquise seuls avec le dessert, un entremets aux pommes du verger et une bouteille de vin de Loire. Éléonore observa Armand à la dérobée. Il avait abandonné ses tenues de ville rigides pour une veste de velours sombre qui lui donnait un air plus détendu, presque jeune. La lumière de la flamme dessinait les contours de son profil noble, adoucissant la ligne de sa mâchoire. Il ne faisait plus tourner son anneau sigillaire avec cette nervosité anxieuse qui l'avait habité à Paris. Ses mouvements étaient calmes, habités par une assurance tranquille. « Le château semble plus paisible ce soir », dit Armand d'une voix basse, presque confidentielle, en rompant le silence qui s'était installé.
Ou peut-être est-ce simplement moi qui vois les choses différemment. Éléonore posa sa cuillère d'argent et lui offrit un regard doux. La Normandie a ce don, Armand. Elle guérit les esprits fatigués. Paris est une scène de théâtre permanente. Ici, nous pouvons enfin déposer nos masques. C'est vrai, acquiesça le marquis en se penchant légèrement en avant, ses yeux sombres fixés sur elle. Mais ce n'est pas seulement la Normandie, Éléonore. C'est votre présence. Savoir que nous n'avons plus à feindre devant le monde, que nous sommes ici chez nous, ensemble. Il s'interrompit, laissant sa phrase en suspens. Le mot « ensemble » résonna dans le salon de musique avec une résonance nouvelle. Ce n'était plus l'alliance tactique contre Hortense de Mortagne. C'était la réalité de deux êtres partageant le même espace, libérés du chantage et du mensonge. Un silence s'établit à nouveau, mais il n'avait plus rien de la froideur tranchante des jours passés. Ce n'était plus le silence de la bibliothèque où Éléonore lui dictait ses conditions de séparation, ni celui du carrosse où la colère luttait contre la fatigue. C'était un silence habité, dense, presque palpable. Un silence fait d'attente, de regards qui s'attardaient un peu trop longtemps sur les lèvres de l'autre, de respiration qui s'accordait au rythme du crépitement du feu. Armand se leva lentement. Il prit la bouteille de vin et s'approcha d'Éléonore pour lui servir une dernière rasade. En inclinant la bouteille, sa main effleura celle d'Éléonore qui tenait le pied du verre. Le contact fut électrique. Éléonore retint son souffle. Elle ne retira pas sa main, et Armand ne s'éloigna pas. Il posa la bouteille sur la table et resta debout près d'elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps et le parfum de cèdre qui émanait de sa veste. « Éléonore » murmura-t-il, sa voix descendant d'un ton, devenant plus rauque. Elle leva les yeux vers lui. Dans la pénombre du salon, son regard était d'une intensité brûlante. Elle y lut une supplication muette, mais aussi un désir naissant, une impatience contenue qui faisait frémir ses lèvres. « Oui, Armand ? Les règles que vous avez fixées à Paris, celles qui m'interdisent votre chambre. » Il s'arrêta, comme s'il craignait de briser la fragilité de cet instant en se montrant trop pressant. Ses doigts effleurèrent la dentelle fine qui bordait la manche de la robe d'Éléonore. « Je respecterai votre volonté, toujours, » continua-t-il doucement. « Mais je mentirais si je disais que ce bannissement ne m'est pas de plus en plus difficile à supporter. Chaque nuit passée loin de vous est une éternité. » Éléonore sentit son cœur s'emballer. La sincérité de son aveu, dénuée de toute arrogance, la toucha au plus profond d'elle-même. Elle repensa à la solitude de ses propres nuits, à cette attente fiévreuse qui l'empêchait de dormir. L'armure de fierté qu'elle avait construite pour se protéger n'avait plus de raison d'être. Pourtant, elle voulait savourer cette attente, ce délicieux vertige qui précédait l'abandon. Elle se leva à son tour, se tenant face à lui. Sa tête lui arrivait à l'épaule, et elle dut lever le menton pour le regarder. « Ces règles ont été édictées par une femme blessée, Armand, » dit-elle d'une voix douce, mais assurée. Une femme qui croyait avoir été trahie dans ce qu'elle avait de plus précieux. « Et aujourd'hui » demandait-il, faisant un pas infime qui réduisit presque à néant l'espace entre eux. « Aujourd'hui, la blessure est guérie, » répondit-elle en posant lentement sa main sur le revers de sa veste de velours, sentant le battement rapide du cœur d'Armand sous sa paume. Mais la confiance est une fleur délicate, elle demande du temps pour s'épanouir tout à fait. Armand couvrit la main d'Éléonore de la sienne, la pressant contre sa poitrine. Un sourire tendre et presque soulagé flotta sur ses lèvres. « Je vous donnerai tout le temps qu'il faudra, Éléonore. Je saurai attendre. » Dans ce cas, dit-elle avec une lueur de malice et de tendresse dans les yeux, vous m'accompagnerez jusqu'à la porte de mes appartements ce soir, et vous constaterez que la clé n'est plus sur la serrure. Elle est restée à l'intérieur. Armand retint son souffle, comprenant la portée de ses paroles. Ce n'était pas encore une reddition complète, mais c'était une invitation claire, une promesse que la frontière entre eux était devenue poreuse. Lorsqu'ils quittèrent le salon de musique bras dessus, bras dessous, le silence qui les accompagnait dans le grand escalier n'était plus celui de la méfiance, mais celui d'une attente tendre et partagée,
un prélude secret à la nuit qui s'annonçait et au jour nouveau qui les attendait. La distance conjugale venait de changer de nature. Elle n'était plus une barrière de colère, mais le prélude savoureux d'un désir désormais partagé. L'après-midi touchait à sa fin lorsque le ciel normand, jusqu'alors d'un bleu pâle et lavé, changea brusquement de visage. Des nuages lourds, d'un gris d'ardoise presque noir, s'amoncelèrent au-dessus des cimes des grands chênes du parc de Valençay. Le vent d'ouest se leva d'un coup, faisant tourbillonner les feuilles mortes en de grands cercles désordonnés sur les pelouses et pliant les branches des arbres dans un gémissement continu. Éléonore et Armand marchaient côte à côte le long de l'allée des hêtres, assez loin du château. Ils avaient parlé de choses anodines, des travaux de la ferme, du retour prochain de Valentine, savourant la paix retrouvée. Mais la première rafale de vent glacée les surprit, immédiatement suivie par de lourdes gouttes de pluie qui commencèrent à cingler le sol de gravier. « L'orage va être violent, » dit Armand, en levant les yeux vers le ciel menaçant. « Nous ne pourrons jamais regagner le château avant l'averse. » Déjà la pluie s'intensifiait, transformant l'allée en un rideau d'eau serrée. Le pavillon de chasse, se souvint Éléonore, la voix presque couverte par le grondement du tonnerre qui roulait au loin. Il est juste derrière le bosquet de sapins. Armand ne prit pas le temps de répondre. Il lui prit la main. Ce n'était pas la main gantée qu'on offre lors d'une promenade de courtoisie, mais une poignée ferme, protectrice, qui l'entraîna à travers les arbres. Ils coururent sous la voûte des feuillages, qui ne parvenaient plus à arrêter l'eau. La robe de mousseline d'Éléonore s'alourdissait à chaque pas, collant à ses jambes, tandis que ses cheveux se détachaient de leurs épingles sous l'effet du vent. Ils atteignirent enfin la petite clairière où se dressait le pavillon de chasse. C'était une bâtisse de pierre grise, à moitié dissimulée par le lierre sauvage, qui n'avait pas servi depuis la mort du précédent marquis. Armand poussa la lourde porte de bois vermoulu qui céda dans un grincement sinistre, et ils se glissèrent à l'intérieur, refermant le battant derrière eux pour faire barrage à la tempête. L'obscurité était presque totale à l'intérieur, à peine rompue par la faible clarté qui filtrait à travers les carreaux sales des fenêtres à meneaux. L'air était frais, imprégné d'une odeur de poussière, de vieux bois et de cire desséchée. Dehors, la pluie s'abattait désormais avec une violence inouïe sur le toit d'ardoise, tandis que les éclairs illuminaient par intermittence les meubles recouverts de drap blanc. Éléonore s'adossa contre le mur de pierre, tentant de reprendre son souffle. Elle était trempée. Ses cheveux sombres, gorgés d'eau, lui collaient aux tempes et descendaient en boucles lourdes sur ses épaules. Le froid de la pluie commençait à la faire frissonner de la tête aux pieds. Armand, qui avait retiré sa veste trempée pour la poser sur une chaise poussiéreuse, se tourna vers elle. Dans la pénombre, sa chemise blanche se détachait nettement. Il s'approcha lentement, ses yeux sombres fixés sur le visage d'Éléonore. « Vous grelottez, » dit-il, sa voix basse résonnant sous la voûte de pierre du pavillon. « Ce n'est rien, » balbutia-t-elle, ses dents claquant malgré elle. « La pluie est simplement plus froide que je ne le pensais. » Armand fit un pas de plus, abolissant la dernière distance qui les séparait. Sans un mot, il ouvrit les bras et enveloppa la jeune femme. Éléonore tressaillit au contact de cette étreinte soudaine. Pendant une seconde, sa fierté lui souffla de se dégager, de maintenir cette barrière qu'elle avait si soigneusement érigée. Mais le froid était trop vif, et la chaleur qui émanait du corps d'Armand était trop douce, trop nécessaire. Elle laissa tomber ses mains contre son buste, puis, abandonnant toute résistance, elle appuya sa joue contre le drap fin de sa chemise humide, entourant la taille du marquis de ses bras. Sous son oreille, le cœur d'Armand battait à un rythme fou, rapide et puissant, contredisant le calme qu'il s'efforçait d'afficher. Ses bras se serrèrent plus fort autour d'elle, la pressant contre lui comme pour la protéger du monde entier. Sa main se posa sur la nuque d'Éléonore, ses doigts se perdant dans ses cheveux mouillés. Le silence s'installa entre eux, seulement troublé par le fracas de la tempête au dehors. Dans la chaleur de cette étreinte, Éléonore sentit ses frissons s'apaiser, remplacés par une sensation de vertige bien plus troublante. « Éléonore, »
murmura Armand contre ses cheveux. La marquise ne répondit pas, mais elle resserra sa prise sur sa chemise, l'invitant silencieusement à continuer. « Je ne peux plus me taire, » reprit-il, sa voix vibrant d'une émotion qu'il ne cherchait plus à dissimuler. « Je sais que j'ai promis de vous laisser du temps, de ne pas vous presser. Mais vous voir ainsi, savoir que j'ai failli vous perdre par ma propre lâcheté, cela me rend fou. » Il recula légèrement, juste assez pour pouvoir plonger son regard dans le sien. Ses mains encadrèrent le visage d'Éléonore, ses pouces essuyant doucement les gouttes de pluie qui perlaient sur ses joues. « Je vous aime, Éléonore. Je vous aime d'un amour que je n'ai jamais cru possible. Ce n'est pas de la gratitude pour ce que vous avez fait à Paris, bien que votre courage m'ait bouleversé. C'est un sentiment qui est né bien avant, dès le premier jour où vous êtes entré dans ma vie. » Éléonore le regarda, les yeux grands ouverts, le souffle court. « Le premier jour ?» répéta-t-elle dans un souffle. « Mais vous étiez si distant, si froid. Je croyais que notre mariage n'était pour vous qu'un contrat, une obligation sociale que vous subissiez. » C'était de la peur, avoua Armand avec une honnêteté désarmante, ses yeux brillants d'une lueur de vulnérabilité totale. « Vous étiez si belle, si fière, si parfaite dans votre rôle. Je me croyais indigne de vous. Je craignais que si je vous montrais mon trouble, vous ne me méprisiez. Alors je me suis réfugié derrière ce masque de marquis distant. Et quand Hortense est venue semer le doute entre nous, j'ai cru que le destin me punissait d'avoir été trop lâche pour vous dire la vérité. » Il pencha son front contre le sien, leur souffle se mêlant dans la pénombre du pavillon. « Si vous saviez la douleur que j'ai ressentie en vous voyant trouver cette boucle d'oreille, en lisant le mépris dans vos yeux. J'aurais préféré mourir 1000 fois plutôt que de vous faire croire que je vous avais trahi. Je vous aime, Éléonore, depuis toujours, et je passerai chaque jour de ma vie à vous le prouver, si vous me permettez seulement de rester à vos côtés. » Les mots d'Armand résonnèrent dans le cœur d'Éléonore comme la fin d'un long hiver. La vérité était là, nue et brûlante, balayant les derniers doutes, les dernières craintes. Sa distance n'était pas de l'indifférence, mais un amour si grand qu'il en avait été paralysé. Elle leva ses mains pour les poser sur celles d'Armand qui caressait ses joues, et un sourire d'une douceur infinie éclaira son visage mouillé de pluie. La relation entre le marquis et la marquise venait de changer de nature à jamais. Ce n'était plus un mariage de convenance sauvé par une alliance sociale, c'était l'aveu d'une passion partagée, née dans le silence et révélée par la tempête. Le pavillon abandonné abritait désormais non plus 2 époux en fuite, mais 2 amants qui venaient de se trouver pour la première fois. Le tonnerre gronda encore, mais le bruit s'éloignait lentement vers la mer, laissant la forêt de Valençay sous le clapotis monotone d'une pluie qui s'apaisait. Dans la pénombre du pavillon de chasse, le silence qui suivit la confession d'Armand semblait vibrer d'une attente presque douloureuse. Le marquis se tenait toujours devant son épouse, ses mains encadrant son visage mouillé, ses yeux sombres implorant une réponse qu'il redoutait autant qu'il l'espérait. Éléonore sentit une larme chaude se mêler aux gouttes d'eau sur sa joue. Elle posa ses propres mains sur les poignets d'Armand, non pour le repousser, mais pour retenir ce contact qui la faisait frémir. « Nous allons prendre froid si nous restons ainsi, » murmura-t-elle, un léger tremblement dans la voix. Armand parut se réveiller d'un songe. Il hocha la tête, un sourire un peu triste et contrit sur les lèvres, réalisant son égoïsme passager. « Vous avez raison. Pardonnez-moi. Je ne pense qu'à mon propre cœur alors que vous êtes glacé. » Il s'éloigna d'elle à regret, ses mains glissant lentement le long de ses bras avant de la libérer tout à fait. Il se dirigea vers le grand âtre de pierre qui occupait le fond de la pièce. À côté, dans un coffre d'osier vermoulu, quelques bûches de bouleau et un reste de petits bois étaient restés à l'abri de l'humidité des saisons passées. Travaillant avec la précision d'un homme habitué aux rigueurs de la vie de campagne, Armand disposa le bois sec sur la grille de fer, sortit son nécessaire à feu de sa poche et frotta le silex. Quelques étincelles jaillirent, prirent sur les brindilles sèches, et bientôt, une flamme timide commença à lécher l'écorce blanche du bouleau. Une lueur dorée et dansante s'éleva, chassant les ombres froides du pavillon et projetant sur les murs de pierre la silhouette d'Armand agenouillé devant l'âtre. Éléonore s'approcha lentement du feu. Elle défit les petits boutons mouillés de sa robe de mousseline pour dégager son cou,
laissant l'air chaud de la cheminée sécher sa peau. Elle s'assit sur le grand coffre de bois qui faisait face à la cheminée, observant son époux avec une intensité nouvelle. Armand se redressa, époussetant ses mains. Il la regarda, et la lueur du feu révéla le désir et l'adoration qui brûlaient dans ses yeux. Il s'approcha d'elle, s'agenouilla à ses pieds et prit doucement ses chevilles pour retirer ses souliers de satin trempés. Ses mains étaient chaudes, et le contact de ses doigts sur sa peau nue fit frissonner Éléonore d'une chaleur bien différente de celle du feu. « Éléonore, dit-il en levant les yeux vers elle, sa voix n'étant plus qu'un murmure. Vous ne m'avez pas répondu. L'aveu de mes sentiments vous effraie-t-il à ce point ?» La marquise le regarda. Elle vit la ride d'anxiété sur son front, la tension de ses épaules, et comprit que sa fierté à elle avait été une arme trop cruelle. Elle avait utilisé sa dignité pour le punir, mais en le punissant, elle s'était punie elle-même. Elle se pencha en avant, posant ses mains sur les épaules d'Armand. « Si j'ai tant souffert de trouver cette boucle d'oreille, Armand, ce n'était pas seulement pour mon orgueil de Rohan ou pour le nom de Valençay. C'était parce que mon cœur était déjà vôtre. » Armand retint son souffle, ses yeux s'agrandissant sous le choc de cette révélation. « Je vous aimais déjà, » continua-t-elle, les larmes brillant enfin librement dans ses yeux. « Je vous aimais en silence, craignant que vous ne me voyiez que comme une alliance convenable, une associée pour gérer vos terres et votre nom. Et quand j'ai cru que vous m'aviez trahi avec Hortense, le monde s'est effondré sous mes pieds. Ma froideur n'était qu'un rempart pour cacher ma détresse et mon amour blessé. »« Éléonore, » murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. « Je n'ai plus besoin de ce rempart, Armand. Je n'ai plus besoin de cette fierté qui nous sépare. Je vous aime. » Le marquis laissa échapper un soupir tremblant et se redressa d'un mouvement fluide. Il la prit dans ses bras, l'enlevant presque du coffre de bois pour la serrer contre sa poitrine. Ses lèvres trouvèrent les siennes dans un baiser passionné, sauvage, qui balaya les mois de silence, de doute et de non-dit. C'était un baiser de retrouvailles, de possession mutuelle, où leurs cœurs semblaient battre à l'unisson. Éléonore répondit à son étreinte avec une ferveur égale. Ses mains se glissèrent sous la chemise d'Armand, caressant la peau chaude de son dos, tandis que le marquis défaisait lentement les lacets de sa robe mouillée. Le tissu de mousseline glissa le long de ses épaules pour s'effondrer à ses pieds, ne la laissant que dans sa fine chemise de lin blanc qui laissait deviner les courbes de son corps sous la lumière du feu. Armand la porta avec une infinie délicatesse vers le grand divan recouvert d'un drap de toile blanche qu'il repoussa d'un geste. Il s'allongea à ses côtés, son regard plongeant dans le sien avec une tendresse qui confinait à la dévotion. « Vous êtes ma femme, Éléonore, » murmura-t-il, ses lèvres effleurant sa tempe, sa joue, puis le creux de son cou. « Pas devant la loi ou devant le monde, mais devant mon propre cœur qui n'appartient qu'à vous. »« À jamais, » répondit-elle en guidant ses lèvres vers les siennes. Dans la chaleur de l'âtre crépitant, sous le toit du vieux pavillon de chasse qui les protégeait de la tempête, le mariage de convenance des Valençay s'évanouit pour toujours. Il fit place à une union véritable, scellée non plus par des signatures sur un contrat de parchemin, mais par l'abandon total de deux âmes qui venaient de se donner l'une à l'autre dans un élan de passion pure et de confiance retrouvée. Lorsque le feu commença à baisser, ne laissant plus que des braises rouges et chaudes dans la pénombre, le silence qui enveloppait les deux amants n'était plus fait d'attente, mais de la certitude d'un amour qui venait de triompher de toutes les ombres. Une année entière avait passé depuis que les tempêtes de Paris et les intrigues d'Hortense de Mortagne avaient menacé de briser leur foyer. L'automne était revenu sur la Normandie, mais ce matin-là, le ciel était d'une clarté limpide. Une lumière dorée et douce inondait la grande chambre conjugale du château de Valençay, faisant scintiller les boiseries cirées et réchauffant les teintes bleues des lourdes tentures de soie. Près de la grande fenêtre ouverte sur le parc, là où les hêtres commençaient à se parer de teintes rousses, une petite table de marqueterie avait été dressée. Éléonore, vêtue d'une simple robe de chambre de soie blanche brodée de fleurs de lys, s'activait devant le plateau d'argent. Ses cheveux sombres, simplement retenus par un ruban de satin,
retombaient en boucles souples sur ses épaules. Elle prit la théière d'argent, lourde et chaude. D'un geste fluide, elle versa le liquide ambré dans les 2 tasses de porcelaine de Sèvres. Le jet fumant s'écoula dans un murmure régulier, sans qu'une seule goutte ne vienne tacher la nappe de dentelle. Sa main était d'une stabilité parfaite, mais ce matin, cette régularité n'était plus l'armure de glace qu'elle s'était imposée 1 an plus tôt. C'était le reflet d'une paix profonde, d'une sérénité conquise de haute lutte. Derrière elle, des pas feutrés résonnèrent sur le tapis. 2 bras puissants s'enroulèrent doucement autour de sa taille, et la chaleur d'Armand se pressa contre son dos. Le marquis posa son menton sur l'épaule de son épouse, respirant le parfum de verveine et de rose qui émanait de sa peau. « Vous servez toujours le thé avec la même précision, ma marquise, » murmura-t-il à son oreille, sa voix basse et matinale provoquant un doux frisson chez Éléonore. Elle posa la théière et se tourna légèrement dans son étreinte pour lui faire face. Armand, vêtu d'une simple chemise blanche ouverte au col et d'un pantalon sombre, la regardait avec des yeux où ne subsistait plus la moindre trace des doutes passés. L'ombre de tristesse et de culpabilité qui avait si longtemps terni son regard avait fait place à une joie tranquille et rayonnante. « C'est que je n'ai plus aucune raison de trembler, Armand, » répondit-elle avec un sourire tendre, en posant ses mains sur ses épaules bien dessinées. « Le thé est meilleur lorsqu'il est partagé dans la confiance. » Armand sourit et déposa un baiser léger sur le bout de son nez, puis sur ses lèvres, une caresse lente et familière qui disait toute la profondeur de leur attachement. « Valentine nous a écrit, » dit-il en désignant du regard une lettre posée sur le secrétaire. « Son fiancé et elle arriveront à Valençay pour la fin de la semaine. Elle écrit qu'elle a hâte de vous montrer les dessins de sa future robe de mariée. Elle dit aussi qu'elle ne prendra aucune décision sans l'avis de sa sœur préférée. » Éléonore sentit son cœur se gonfler de bonheur. Valentine était désormais une jeune fille épanouie, promise à un jeune comte normand d'une droiture exemplaire, et les erreurs de sa jeunesse n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Hortense de Mortagne, quant à elle, s'était définitivement retirée sur ses terres de Touraine, ruinée et oubliée par cette société parisienne qu'elle avait tant voulu dominer. Le nom des Valençay était plus respecté que jamais. « J'aiderai Valentine avec joie, » dit Éléonore en prenant sa tasse de thé. « Mais pour l'instant, c'est de nous 2 que je souhaite m'occuper. » Armand l'invita à s'asseoir et prit place en face d'elle. Il l'observa un instant en silence, admirant la grâce de ses gestes. Puis, glissant sa main dans la poche de sa veste d'intérieur, il en sortit un petit écrin de velours vert bouteille. Il le posa délicatement sur la table, juste à côté de la soucoupe d'Éléonore. La marquise posa sa tasse, son regard passant de l'écrin au visage de son époux. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle intriguée. « J'ai longtemps hésité avant de vous offrir ceci, » commença Armand, sa voix devenant plus grave, chargée d'une émotion contenue. « Le vert a longtemps été pour nous la couleur de la trahison, du mensonge et de cette boucle d'oreille qui a failli nous séparer. Mais je voulais que nous réécrivions notre histoire. Je voulais que cette couleur devienne le symbole de notre renouveau. » Éléonore prit l'écrin d'une main légèrement émue. Elle pressa le petit bouton de cuivre et le couvercle s'ouvrit. Sur le lit de satin blanc reposait une paire de boucles d'oreilles d'une beauté à couper le souffle. 2 émeraudes d'un vert profond, taillées en forme de larmes, suspendues à de fins réseaux de diamants qui captaient la lumière du matin pour la restituer en 1000 éclats brillants. C'étaient des pierres d'une pureté absolue, bien plus éclatantes et précieuses que celles qu'elle avait trouvées 1 an plus tôt dans leur lit. « Elles sont magnifiques, Armand, » souffla-t-elle, les yeux embués d'une larme d'émotion. « Elles sont pour vous, Éléonore, » dit-il en prenant ses mains. « Pour vous rappeler chaque jour que mon cœur vous appartient sans réserve et que le vert n'est plus la couleur d'une blessure, mais celle de l'amour que je vous porte. » Éléonore prit l'une des boucles d'oreilles et la tendit à son époux. « Aidez-moi à les mettre, » dit-elle doucement. Armand se leva et contourna la table. Ses doigts, d'ordinaire si fermes, se firent d'une infinie délicatesse pour écarter les boucles sombres d'Éléonore et fixer les bijoux à ses lobes. Ses mains s'attardèrent sur son cou,
caressant la peau douce de sa nuque avec une tendresse qui fit fermer les yeux à la jeune femme. Lorsqu'elle se tourna vers le miroir de la coiffeuse proche, les émeraudes brillaient à ses oreilles, jetant des lueurs d'espoir et de vie sur son visage épanoui. Elle se leva et se jeta dans les bras d'Armand, l'entourant de tout son amour. « Je vous aime, Armand », murmura-t-elle contre sa poitrine. « Je vous aime, Éléonore », répondit-il en la serrant contre lui, scellant leur bonheur sous le soleil de Normandie. Le thé refroidissait doucement sur la table de marqueterie, mais dans la chambre ensoleillée de Valençay, le feu de leur amour brûlait d'un éclat éternel, libre de toutes les ombres du passé.